Bonsoir à toutes et tous. Jean-Michel, aujourd'hui tu vas présenter ta 5e conférence et c'est ta 6e conférence et celle-ci est particulièrement destinée aux chercheurs et passionnés de l'affaire de Rennes-le-Château puisque tu vas évoquer la figure de l'abbé Goudet dans sa chronologie, c'est-à-dire avant son arrivée à Rennes-les-Bains en 1872, ainsi que tous les prêtres qui ont pu l'influencer dans sa carrière, l'abbé Quéron, l'abbé Arnaud, prêtre méconnu mais fort intéressant. Et puis également, tu vas évoquer l'arrivée de l'abbé Saunière et son intervention dans celle de l'abbé Goudet. Donc, ce soir, vraiment une conférence spéciale chercheur. Alors, merci Christina. Alors, ce que je vais faire ce soir, c'est inhabituel, mais je vais quand même le faire comme ça. Voilà. On va partir de la chronologie, de façon à ce que vous puissiez comprendre quand l'abbé Goudet, donc en 1872, est nommé à Rennes-les-Bains. Vous entendez au fond là-bas là? Bien. Donc que vous puissiez comprendre un petit peu l'ambiance et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Je fais partie des chercheurs qui ne croient pas à la génération spontanée. Il n'y a aucun élément curieux ou aucune surprise dans l'histoire. Il y a toujours eu une préparation avant, il faut simplement le savoir. Donc, on va aller tranquillement, on va créer le décor. Et quand le décor sera créé, je m'arrêterai sur un nombre de points qui ne sont pas forcément traités par les chercheurs, par les écrivains, mais qui permettent de réfléchir un petit peu. Donc on va remonter loin. On va prendre la période du consulat, c'est-à-dire Napoléon n'est pas encore empereur. Donc le consulat, c'est une période de 1799 à 1804. Donc sous le règne de Napoléon Ier, en 1801, le préfet Ignace de Barante, qui est en poste dans l'Aude, envoie au Premier ministre son rapport intitulé « Essai sur le département de l'Aude ». On peut se demander si l'empereur n'a pas reçu du préfet que ce rapport. En effet, suite à son expédition en Égypte, qui n'avait pas que des motivations stratégiques, notamment dans l'opposition avec la couronne d'Angleterre, l'empereur, à son retour de France dans l'Égypte, détenait peut-être des renseignements complémentaires en lien avec l'affaire de Rennes-le-Château. C'est peut-être pour ça que le préfet Ignace de Barante, en 1801, envoie donc au futur empereur un essai sur le département de l'Aude. Alors en 1801, aux alentours de 1801, Rennes-le-Château compte 67 maisons pour 320 habitants. En 1803, le concordat entre en vigueur. Et le 15 avril, le préfet de l'Aude ordonne par arrêté à la commune de Rennes-le-Château de fournir un logement à son prochain ministre du culte. Donc on va voir progressivement les prêtres se réinstaller donc en France. La période de la Révolution est terminée. Un contrat a été passé entre le Vatican et Napoléon et on va voir l'Église revenir à la normalité. Alors, celle-ci va s'organiser, notamment au niveau de la Haute-Vallée, et pour Rennes-le-Château, le presbytère ayant été vendu, la commune de Rennes-le-Château va s'organiser pour voter un crédit de 100 francs, qui est une somme conséquente, pour loger le futur curé non loin de son église. Arrive donc la période du Premier Empire, 1804-1814, avec le règne de Napoléon Ier. En 1804, il y a un événement intéressant. Le 5 février, Louis Rouget, le maire de Rennes-le-Château, détaille l'emploi des sommes allouées en dénombrant l'état du bâtiment destiné au culte, celui de la fontaine publique, ainsi que les chemins et autres dépendances. En décembre, le 2 décembre, Napoléon est sacré empereur. En 1805, le 9 février, le conseil municipal de Rennes-le-Château vote une somme de 50 francs fixée par un devis fait par des professionnels pour la réparation du clocher de l'église
Alors, Sainte-Marie ou Sainte-Marie-Madeleine? On peut penser que c'est déjà l'église Sainte-Marie-Madeleine. En 1807, le château de Custosa est vendu comme carrière de pierre et son démantèlement donc commence, ce qui causera des dégâts considérables qui ne sont toujours pas réparés aujourd'hui et qui ont été accentués par les fouilles inconsidérées de certains chercheurs stoppés en leur temps par le propriétaire du lieu actuel. La première restauration va durer donc de 1814 à février 1815. On va vivre les 100 jours, le retour de Napoléon Ier, du 20 mars au 22 juin 1815. Et puis démarre donc la restauration, 1815-1830, avec tout d'abord le règne de Louis XVIII, 1815-1824. En 1815, sur la carte de Cassini, Rennes-le-Château et Buguerache sont considérés comme des points fortifiés. 1823, c'est la naissance de Joseph Saunière, le père du futur Béranger Saunière. Joseph aura plus tard comme surnom Cubier. 1824-1830, c'est le règne de Charles X. En 1827, c'est la naissance du futur abbé Antoine Gélis. Et puis donc arrive à partir de juillet ce qu'on appelle la monarchie de juillet, 1830-1848. En ce qui concerne la région, en 1830, sur une carte d'état-major de cette époque, on trouve le site d'Albédoune appelé Le Bézu. Rennes-le-Château compte 450 habitants, d'après le statisticien Giraud de Saint-Fargeau. En 1831, bien que cela n'ait qu'un lointain rapport avec le sujet, à Paris, les bijoux mérovingiens de la tombe royale de Childéric, offerts à la France, donc à l'époque de Louis XIV, par l'Autriche, sont volés. Et après une enquête, des pièces dérobées seront retrouvées en draguant la Seine. 1832, La Bouisse Rochefort, un auteur assez prolixe, publie un ouvrage intitulé « Voyage Rennes-les-Bains » où il relate l'aventure tragique du berger Paris ainsi que celle du diable ayant étalé son or sur les flancs de la montagne de Blanchefort, où est construit un petit ouvrage défensif qui date probablement des Visigoths pour ce qui est des premiers aménagements. 1836, le 7 août, Paul Urbain Fleury, ou Paul Urbain de Fleury, décède. Et dans le village de Saugraigne, on trouve au carrefour de 2 rues, derrière l'église, une croix en pierre sur laquelle est indiquée la date de 1836, sauf que cette croix en pierre, le 6, il vous regarde bizarrement, il ressemble étrangement à une autre signature bien connue des amateurs de parchemin, plus ou moins falsifiée. 1837, en Roumanie, à Petroasa, c'est la découverte d'un fabuleux trésor gothique dont les photos des pièces retrouvées à cette époque seront exploitées en 1878 dans la revue Le Charivari par Jean-Luc Chaumeil, qui est présent ici ce soir. Et 1837, c'est aussi la naissance du futur prêtre Henri Boudet à Quillan. En 1839, Brégot de Lutte, un auteur, publie un ouvrage curieux qui s'appelle « Nouveau mélange bibliographique et littéraire pour servir à l'histoire de Lyon ». Et il y mentionne Nicolas Flamel. Et en 1840, naissance du frère d'Henri Boudet, Edmond, qui entre autres réalisera la carte géographique pour le livre de son frère, La Valence celtique et le Cromlin de Rennes-les-Bains. Alors, je vais m'arrêter sur la période 1820-1840 pour vous donner 2 éléments intéressants. Le premier, c'est que dans les années 1825-1835, l'un des bastions, des anciens bastions militaires de Carcassonne, va être récupéré par l'évêché, par l'église, et on va y construire un calvaire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la raison pour laquelle le calvaire aurait été construit, c'est que le bastion à l'opposé était occupé par une loge maçonnique, et donc une loge maçonnique laïque, puisque nous sommes maintenant dans le règne des francs-maçons laïcs, d'accord ? Par rapport à l'époque
où certaines loges étaient catholiques, enfin chrétiennes. Et donc, en réponse à l'implantation d'une loge maçonnique dans un des bastions de Carcassonne, merci beaucoup, un abbé, un prêtre dont j'ai oublié le nom, il va vraiment falloir que je revoie mes notes, fait ériger sur la totalité de ce bastion un calvaire. Ce calvaire comporte plusieurs anomalies. La première, c'est la direction du crucifix, dans la direction de la croix sur laquelle Jésus est cloué. La présence donc, de Marie, mais aussi de Marie-Madeleine, clairement indiquée. Et ensuite, les sous-sols du calvaire sont aménagés en Saint-Sépulcre. Sauf que quand on regarde la forme de ce Saint-Sépulcre, on se rend compte que ce n'est ni plus ni moins que ce qui pourrait être en fait le tombeau de Jésus, mais pas à Jérusalem. Pas à Jérusalem. Et c'est très précis. Et enfin, la dernière station du chemin de croix comporte un médaillon avec sur lequel est gravée une tête de Méduse. Et ça n'a strictement rien à faire sur un calvaire catholique, sauf si quelqu'un a voulu indiquer par ce petit magnète, un de ces premiers petits magnettes, sauf si quelqu'un a voulu indiquer qu'effectivement le tombeau de Jésus, l'emplacement du tombeau de Jésus, était lié à la présence de grottes plus importantes sous ce tombeau, et dans ces grottes, à une certaine époque, auraient vécu ce que la mythologie appelle des monstres. Le deuxième élément intéressant, c'est le fait que, au-delà du château des morts, donc après le col de Saint-Louis-Pharaon, vous trouvez une inscription qui date des années 1830, où deux nobles, le duc d'Orléans et sa femme, auraient fait un voyage dans le coin, et au cours d'un voyage dans le coin, donc ils seraient passés par le col de Saint-Louis, et ils y auraient pique-niqué. Et ils n'ont rien trouvé de mieux que de faire graver, ici ont déjeuné le duc et la duchesse d'Orléans. Alors, ça ne pose pas de problème qu'un duc et sa femme se fassent graver une inscription. Ce qui pose plus problème, c'est que cette inscription a été positionnée au départ d'un très ancien chemin qui permet de remonter à la bergerie de la Couillade, d'accéder à la ferme de Campo et après d'accéder directement sur le Bugarache. On est donc, je l'ai dit, dans la période de la monarchie de Juillet, d'accord? Nous avons la royauté, notamment Charles X, mais pas que, ont un problème de légitimité, et il est très curieux de faire graver pour un simple pique-nique dans un endroit perdu, enfin pas tout à fait perdu, et très curieux de faire graver que un duc et sa femme ont déjeuné ici. Alors je pense que on a là, après donc la chute de l'Empire et la tentative qui va échouer, hein, de restauration de la royauté, on a là une tentative de la part de Charles X et des gens autour de Charles X, une tentative d'essayer de trouver des éléments pour justifier la royauté. Et quoi de mieux qu'un petit voyage du duc et de la duchesse d'Orléans dans les environs, et quoi de mieux que de s'arrêter et faire un pique-nique sur une zone où je pense que certains membres de la royauté française savaient qu'il y avait effectivement des choses qui auraient pu amener à justifier le règne de Charles X et à justifier que la royauté soit maintenue. L'histoire n'en a pas voulu autrement. Donc, vous voyez que, on va parler bien sûr de l'abbé Baudet, mais vous voyez que dès les 40 premières années du XIXe siècle, hein, alors j'ai pris une tranche, hein, avant ces 40 premières années, il s'est passé pas mal de choses. Mais dès les 40 premières années du XIXe siècle, nous avons déjà des éléments qui concourent à penser qu'il y a
un mystère quelque part au-delà de Limoux, dans la haute vallée de l'Aude, et que ce mystère interroge et intéresse pas mal de monde. Alors, je vais continuer, puisque ce soir on a dit qu'on faisait une conférence sérieuse. Donc je vais continuer un petit peu à dérouler la chronologie et je me permettrai d'arrêter quand ce sera intéressant. En plus, dérouler une chronologie, c'est pas mal parce que ça permettra comme ça à mes détracteurs de dire bon, ben, pour une fois qu'il fait de l'histoire. Le problème c'est que mes détracteurs en général ne connaissent même pas eux-mêmes leur propre histoire. Ça c'est autre chose. Donc, en 1846 sort un livre très intéressant qui s'appelle Histoire du comté de la vicomté de Carcassonne par Crosse-Meyer-Vieille aux éditions du Moulin. Je vous le conseille, pour l'histoire de la région, il est assez intéressant. Et puis on arrive à la période de la Deuxième République, donc 1848-1851. En 1848, le 1er janvier, Jean-Christ Castellar est notaire à Axat. Et plus tard, Edmond Boudet, donc le frère d'Henri Boudet, reprendra l'étude de Jean-Christ Castellar. En 1850, Rennes-le-Château compte 500 habitants, selon l'étude de René Descaldias, qui est plus contemporaine. Arrive le Second Empire avec le petit Napoléon, donc 1852-1870, règne de Napoléon III. En 1852, le 11 avril à midi, naissance de François Béranger-Saunière à Montazel, et naissance également aussi d'Henri Dujardin-Beaumez, le futur député de l'Aude et ami de Béranger-Saunière. Henri Dujardin-Beaumez sera également franc-maçon et pourra monter à Paris. Il deviendra donc aussi sous-secrétaire aux Beaux-Arts. Il aura l'occasion de fréquenter certains milieux artistiques. Il aura l'occasion de faire certainement les liens entre, on va dire, la capitale et le petit monde, on va dire, de l'autre vallée de l'Aude. En 1854, Adolphe d'Archidiac trace une coupe géologique des environs de Rennes-les-Bains qu'il publiera un peu plus tard. C'est également l'année où Louis Figuier, qui est un écrivain qui a pas mal écrit, publie un ouvrage qui s'appelle L'alchimie et les alchimistes. Alors c'est intéressant parce que plus tard, l'abbé Boudet fera référence à cet ouvrage dans son livre La Valence celtique. Et d'ailleurs, c'est assez curieux que l'abbé Boudet fasse référence à l'alchimie dans une étude qui se veut sérieuse. 1855, c'est la date de la fondation de la maison Giscard à Toulouse qui fournira à l'abbé Saunière son mobilier statuaire pour la décoration de son église. L'abbé Gélis est nommé à Durban à ce moment-là, et selon les travaux d'André Douzet, à Durban, durant la cure tenue par l'abbé Antoine Gélis, il se serait passé des choses curieuses. Voilà. 1855, c'est aussi la naissance d'Alfred Saunière, un autre frère de Béranger, qui lui aussi sera nommé prêtre, mais avec un destin plus tourmenté. 1857, l'abbé Antoine Gélis est nommé à Coustoussa. Il ne le sait pas encore, mais ce village deviendra son tombeau. 1857, c'est aussi la sortie donc, aux éditions d'Hydron et du Moulin du premier tome du cartulaire et archives des communes de l'ancien diocèse de l'arrondissement administratif de Carcassonne, édité par Mahut. Alors en 1858, il y a un autre événement qui a un lointain rapport avec notre dossier de ce soir, c'est qu'en Espagne, à Guadalajara, un officier français installé dans le pays depuis quelques années découvre des couronnes visigothiques au lieu dit la Fuente de Guadalajara. En tout, 14 couronnes en or massif seront retrouvées. Et bien sûr, l'État espagnol auprès duquel il les déclare les récupère et les fait fondre pour les intégrer, on va dire, dans le trésor de l'État. Donc, l'officier qui a compris que l'archéologie n'intéresse pas à cette époque les Espagnols, ça changera. Beaucoup plus tard, ça changera. Eh bien, l'officier se remet à fouiller. Il en trouve 8 autres avec des perles et des joyaux qui, elles, sont rapatriées immédiatement à Paris, où l'État les acquiert et les expose au Louvre. Alors, l'histoire de ces couronnes est très simple. Plus tard, l'État espagnol, enfin surtout Franco, l'État franquiste, reprendra possession de ces couronnes, du moins de la majeure partie, pour les exposer à Madrid au Musée national. Le reste est au musée de Cluny aujourd'hui, également à Paris. Alors, je fais une parenthèse. Dans l'échange des couronnes lors de la Seconde Guerre mondiale,
Franco nous a vraiment pris pour des abrutis, parce que Franco nous a balancé 4 vieilles toiles, 4 vieux coups d'auteurs connus, mais enfin des vieilles toiles, et nous, bien sûr, on lui a remis notre bien le plus précieux en ce qui concerne la culture visigothique, à savoir les fameuses couronnes. Donc on y en a remis 6 ou 7 sur les 8 retrouvés. Voilà. Mais l'État français a toujours su faire des affaires. 1858, c'est aussi la parution du tome 2 du cartulaire archives des communes de l'ancienne diocèse. Alors, je vous cite en même temps quelques ouvrages, parce que ce qui est intéressant pour la période Boudet-Saunière, c'est que, il va y avoir un petit peu d'argent, mais ce qui est intéressant, c'est que l'évêché, la préfecture, les bourgeois, les nobles, ceux qui avaient de l'argent, et les curés, dans la mesure de leurs moyens, pouvaient quand même se procurer un certain nombre d'ouvrages sur la région, d'ouvrages précis, citant des chartes, citant des textes. Donc, on va avoir affaire à des prêtres à cette époque-là, qui, bien sûr, sont formés, petits et grands séminaires, sont très très bien formés au latin, au grec, à l'hébreu, sont formés bien sûr à dire la messe, sont formés à diriger une paroisse, mais ce sont des gens qui lisent pendant leurs études de prêtre et qui vont continuer à lire, on va dire, pendant les longues après-midi chaudes dans la Haute-Vallée. Voilà. Donc, même si on parlera, quand on va arriver sur les Boudets, même si on parlera d'influence extérieure, notamment d'influence des lazaristes, moi je tiens beaucoup depuis quelque temps à expliquer que autant l'abbé Boudet, qui est le premier à avoir travaillé sur l'affaire, avec un autre abbé que je citerai, que l'abbé Saunière, il ne faut surtout pas les prendre pour des petits prêtres à la vue basse, dirigeant des petites paroisses sans importance. On a affaire à un corps de prêtres qui est très très bien formé, qui pour certains iront même au-delà de leur formation initiale et qui seront des autodidactes, notamment sur l'histoire de la région. Et donc, que ces prêtres aient été missionnés, contactés, manipulés, ou qu'ils aient travaillé seuls, ou peut-être entre eux pour ceux de l'Haute-Vallée, il faut quand même savoir que ce sont des lettrés, des gens qui connaissent le latin, le grec, l'hébreu, des gens qui lisent les premières études, des gens qui, même si la révolution est passée dans toutes les communes, dans tous les châteaux, des gens qui ont encore accès à un certain nombre d'archives concernant leur village, les châtellenies, les anciennes abbayes. Voilà. Donc, en 1860, en Espagne, on retrouve encore, à la fin des Guarrassarques, une autre couronne. Et en 1860, dans la Haute-Vallée, au lieu d'île Charbonnière, près du Bézu, un cultivateur nommé Rouget trouve un lingot d'or de 50 kilos qui, d'après la légende, aurait été vendu à Perpignan à un marchand. En 1861, l'abbé Boudet est ordonné prêtre à Carcassonne, il a 24 ans. Et c'est aussi la naissance d'Élie Bott, le futur maçon et limonadier, avec lequel l'abbé Saunière travaillera à ses réalisations architecturales. C'est la parution du tome 3 du cartulaire des archives des communes de l'ancienne diocèse arrondissement administratif de Carcassonne de Mahul. 1862, le 1er janvier, donc, Henri Boudet est nommé curé à Durban. Il le sera jusqu'au 16 juin de la même année, puis il sera nommé à Caunes-Minervois. C'est aussi l'année où un ouvrage intitulé « Histoire du royaume mérovingien d'Austrasie » paraît en France, ainsi que le tome 4 du cartulaire de Mahul. En 1866, c'est la naissance de Jean-Guy Roy-Quillan. En 1867, un écrivain local, Firmin Jaffus, publie La cité de Carcassonne et les trésors visigoths, qui est un petit opuscule très intéressant. Sort aussi le tome 5 du cartulaire de Mahul. Et nous avons aussi le docteur Louis-Alban Buzeri, qui est à Limoux, qui sort la notice historique sur les châteaux de l'arrondissement de Limoux. Il fait référence entre autres au trésor que les Visigoths ont amassé et auraient déposé à Carcassonne sous la pression des Francs au VIe siècle. C'est l'époque où Père Saunière a 15 ans et c'est, d'après les témoignages, un garçon assez vif et meneur d'hommes. Il a beaucoup joué avec ses copains dans les environs de Rennes-le-Château. Pour certains, au cours de sa jeunesse, il aurait même cherché des trésors. Donc,
Si l'information est exacte, cela signifierait que Béranger-Saunière avait lu ou entendu des histoires se rapportant à l'histoire de Rédé en tant que dernière capitale des Visigoths et place forte des hérétiques durant la croisade contre les chrétiens du Midi. Certains chercheurs, comme Alain Ferral, moi-même, et un que je ne citerai pas parce qu'il a pompé, avancent l'hypothèse que Béranger-Saunière aurait pu avoir une liaison à cette époque-là, à 15 ans, avec la mère de Marie Desnarnaud et que cette dernière aurait été le fruit de cette aventure. Ce qui pourrait expliquer l'insistance ou l'empressement des parents de Béranger pour lui faire embrasser très rapidement une carrière ecclésiastique. Voilà. Donc pour ceux qui pensent que Marie Desnarnaud a été non seulement sa bonne mais aussi sa maîtresse, je pense qu'on peut arrêter là le délire. S'il y a un secret entre Béranger-Saunière et Marie Desnarnaud, ce secret c'est que c'est son père. Voilà. Voilà pourquoi il l'appelle ma petite Marie, voilà pourquoi il a le choix, voilà pourquoi c'est elle qui héritera. Elle hérite parce que c'est son héritière de sang. En 1868, donc, c'est la naissance de Marie Desnarnaud, la future servante de l'abbé Béranger-Saunière. 1869, le 3 mai, l'auteur Jean-Christ Castella est remplacé à son étude par Edmond Baudet, dont le frère d'Henri Baudet. Arrive donc la Troisième République, 1870-1940. 1870, année de guerre contre la Prusse. Sur les conseils donnés à son père Joseph par le vicaire local, Béranger donc, entre au grand séminaire, il a 18 ans. Alors, il y a un fait curieux à ce moment-là. Un notaire de la famille des descendants des Dagnortes, du plateau de Sceaux, aurait refusé de montrer à Pierre de Poule, on va dire un familier des Dagnortes, un certain nombre de documents sous prétexte de danger. Mais on n'en sait pas plus. En 1871, Béranger-Saunière serait encore à l'école à Saint-Louis, à Limoux. Le tome 5 du Cartulaire du Mahut sort. Et en 1872, l'abbé Baudet est nommé dans la paroisse de Rennes-les-Bains. Cette paroisse compte 492 habitants. L'église du village est dédiée à Saint-Cels et Saint-Nazaire.